Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Command Tax, podcast DH présenté en français, et je suis Blazing Iron. Je suis Neltarak. Et aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons parler de land, de mana, de terrain, et de tout ce qui génère, ce qui vous permet de jouer des cartes, tout simplement, la base de Magic. Exactement. Alors pour ceux qui croient qu'on est en train de faire un truc sur le voyage, non, c'est pas ça, hein, désolé. On va pas vous amener au travers du monde, mais... On n'a pas encore de Patreon. Non. Quand ça commence comme ça, déjà, vous savez que vous êtes sur la bonne chaîne. Ouais, exactement. Et là, tu vois, sur les statistiques analytiques, c'est ça. Bref, c'est fini. Donc, la mana base, en EDH, je trouve que c'est souvent sous-estimé. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, je vais mettre des terrains au pif, je vais mettre des landes qui arrivent en jeu engagé, etc. Et aujourd'hui, on va parler justement de tous ces terrains. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est plus ou moins budget aussi, parce que mine de rien, ça compte un peu quand même dans le build. Et je vais me call out tout seul, mais je suis complètement quelqu'un qui pense au terrain après, quoi. C'est genre mon deck Teissa, il y avait que des plaines et des marais dedans pendant longtemps, c'est d'ailleurs pour ça qu'il tombe pas. Voilà, parce que même en bicolore, ça va vous arriver de pas avoir les bonnes couleurs. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Tu veux que je te dise, surtout en bicolore. J'ai jamais été autant color screwed que sur mes decks bicolores. Ouais, parce que la vie est une pute. Et voilà. Et aussi, petit disclaimer avant de vraiment se lancer dans le vif du sujet, on ne parlera ici que de génération de mana. On va pas parler de terrain utilitaire. Donc par exemple, ce qui est Champ des Morts, qui a bousillé les standards. Et qui est parti pour bousiller le pionnier aussi, mais je crois qu'ils l'ont ban, j'ai pas vérifié. Mais... il me semble, je sais plus. Mais dans tous les cas, voilà, en EDH aussi, pareil, ça tourne extrêmement bien. Champ des Morts, c'est vraiment très puissant. Voilà. Mais voilà, on n'en parlera pas dans cette vidéo. On parlera pas des Champs des Morts, des Valakut, et autres terrains qui sont là pour faire autre chose que du mana. Et c'est très bien, hein, de toute façon. Ah voilà. Oui, ils sont excellents, hein, genre jouez-les, mais on fera un autre épisode sur ce genre d'utility land. C'est ça. Et voilà, et donc du coup, en sachant aussi que selon votre deck, vous n'allez pas avoir besoin, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins, ni les mêmes investissements, on va dire, ni mentaux, enfin vous n'allez pas devoir réfléchir trop au land si jamais vous jouez monochrome, par exemple. Par contre, si jamais vous commencez à jouer 4 couleurs, voilà, ça va être un peu plus précis. Ouais, et on va aussi voir comment faire des decks, genre 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, un minimum budget, on vous assure c'est possible. C'est ce que je fais, vous aurez pas des trucs genre optimisés ou forts, mais vous les aurez jouables. Et ça c'est plutôt sympa. C'est ça. Du coup, nous allons commencer justement par ce qui fait mal, hein, tout simplement les terrains les plus craqués de l'EDH. Alors cachez votre porte-monnaie. Ouais, ça coûte un peu la peau des fesses, mais on va commencer gentil. On va commencer sur le très classique Urborg, Tomb of Yawgmoth et Coffre de la Coterie, donc Cabal Coffers. C'est un des combos de land les plus vus, je pense, en EDH, et il coûte 30 balles, quoi. C'est ça. Donc du coup, Urborg, ça fait que tous les terrains sont démarrés en plus de leurs autres types. Donc c'est-à-dire que tout peut s'engager pour du mana noir, même Urborg qui n'a pas cette capacité de base. Et les coffres de la coterie ne peuvent pas faire du mana par eux-mêmes, mais avec Urborg ils le pourraient. Mais surtout, pour 2 et vous l'engagez, il va faire un mana noir pour chaque marée que vous contrôlez. Et donc avec Urborg pour chaque terrain que vous contrôlez, donc c'est très très vite, très très fort. Voilà, donc quelque chose qu'on voit beaucoup, si vous avez des trucs qui permettent d'aller chercher des terrains, genre n'importe quel terrain, genre une tentation de la découverte, ou n'importe quel truc qui permet d'aller chercher des terrains, les gens vont aller chercher Urborg et les coffres, et à partir de là, ils ont une quantité de mana qui est obscène, et c'est un gros problème. C'est ça, c'est Âge de la Révélation, je crois, qui vous permet d'aller chercher 2 terrains, n'importe lesquels, et les mettre en jeu engagé, pour 4 et 1 vert. Et après il y a une synergie de désert, mais voilà, donc typiquement tout le monde joue désert, voyons. Voilà. Il y a un désert à tous les pods. Mon Dieu. Et voilà, et donc si vous cherchez une option budget, il y a la forteresse de la coterie, qui est beaucoup moins forte, parce qu'elle coûte 3 mana à activer déjà, donc c'est 1 de plus. Et en plus de ça, elle ne vous ajoute du mana noir que pour chaque marée de base que vous contrôlez. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui... Alors, dans un deck mono noir, vous verrez pas la différence. Vous verrez quasiment pas la différence, mais dans tous les autres cas, a priori, c'est moins fort. C'est moins fort, ça a même rien à voir. Mais si vous jouez mono noir, jouez la forteresse de la coterie, elle vaut rien, niveau argent, elle vaut genre quoi, 2 euros à tout péter, quoi. Et en plus, même si jamais vous ne pouvez pas l'activer, contrairement à Cabal Coffers, elle fait de la mana elle-même. C'est du mana incolore, mais dans un deck monocolore, c'est pas gênant. Elle a été beaucoup jouée par Ali Eldrazi qui jouait un deck chromatique black. C'était très marrant, il jouait donc des marées, il jouait une lanterne chromatique. Et puis jouer 5 couleurs avec un deck mono noir, c'est génial. C'était concept. Bon, il y a que Ali Eldrazi pour faire ce genre de trucs. C'est pas faux. Et oui, et petit truc intéressant sur la forteresse, si jamais vous avez Urborg en jeu, tous les terrains de base seront considérés comme des marées de base.
Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Ensuite, niveau carte ultra pété, le berceau de Gaïa qui coûte une quantité absolument obscène d'argent. C'est quoi, c'est 200 balles, 300 balles 300 ou 350 je crois que c'est 300 balles. Bref, c'est une carte qui est sur la liste réserve, c'est craqué. Le berceau de Gaïa, c'est donc un land, juste vous le posez normalement, et vous l'engagez, et ça fait un mana vert par créature que vous contrôlez. Voilà, c'est... Ça, encore une fois, on se dit, bon, ça s'engage pas pour du mana par lui-même. Non, mais... Donc c'est-à-dire c'est pas un bon tour 1, mais c'est juste tout, c'est pas un bon tour 1. Voilà, c'est ça. Exactement. En fait, c'est assez n'importe quoi. Ça devient débile très très vite, quoi. À l'époque où j'avais mis un proxy berceau de Gaïa dans mon deck à Patra, j'ai vite compris pourquoi il fallait pas que je le mette, quoi. C'est absurde parce que ça ne dit pas non jeton. Donc en fait, techniquement, vous jouez un Vengeur de Zendikar par exemple, et puis votre berceau de Gaïa, d'un seul coup, il fait 8 mana de plus. Ouais, en fait, votre Vengeur de Zendikar, il y a une time wall qui est accrochée, genre... C'est ça, il arrivait gratuit. Voilà. C'est ça, enfin, bon, bref. Donc, c'est n'importe quoi. Berceau de Gaïa, c'est absurde. Heureusement, il y a une option budget. Ouais, alors, une option budget que moi j'aime, c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est les rites de croissance d'Itlimok. Donc c'est pour 2 et 1 vert, enchantement légendaire. Quand les rites de croissance d'Itlimok arrivent sur le champ de bataille, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 4 créatures, transformez les rites de croissance d'Itlimok. Et derrière, c'est un berceau de Gaïa, quoi. C'est complètement le berceau de Gaïa. Donc, du coup... déjà ça vous permet d'en jouer 2 si jamais vous avez l'autre. Oh putain. Et puis surtout en fait ça se retourne extrêmement vite si jamais vous jouez un deck créature ou un deck token dans lequel justement Berceau Gaïa marche très très bien, eh bien vous voulez jouer ça. C'est dans le deck à Patra qu'on a présenté genre sur l'épisode 1, c'est typiquement le genre de deck dans lequel vous voulez jouer les rites de croissance. Aussi au final la downside c'est pas si grave que ça, parce que vous allez vouloir le jouer dans un moment où vous pouvez le retourner de suite, ou vous pouvez le retourner facilement, donc... c'est ça, et puis même au pire des cas, ça écrème juste le dessus de votre bibliothèque, donc c'est... Ça reste quelque chose de bien, si vous êtes sur un deck basé sur les tokens et les créatures, ça reste quelque chose que vous voulez faire, quoi. C'est ça. Donc c'est une excellente carte, elle est à jouer. La suite, bon, elle est ban, heureusement. Ouais, oh putain. L'Académie Tolarian, il s'agit d'un petit terrain très sympathique. Mais c'est pareil que le berceau de Gaïa, Blazing Iron. Enfin bon... à peu près. À peu près. Alors, donc ça s'engage et ça vous fait un mana bleu pour chaque artefact que vous contrôlez. C'est exactement comme le berceau de Gaïa, pourquoi c'est ban? Voilà, on peut y aller, on peut le jouer. Bon, alors en fait, il y a un léger problème, c'est qu'il y a beaucoup d'artefacts qui coûtent 0. Quelques-uns. Ouais, quelques-uns, ouais. Et en fait, non, c'est ban parce que ça vous permet de gagner tour 1. C'est complètement fumé. Très régulièrement, on va dire. Ouais. C'est en vintage que c'est joué Est-ce qu'il y a un format... Je crois que c'est en vintage, oui. Ou c'est restreint, alors que c'est du vintage. Bref, l'Académie Tolarian, c'est ban parce que c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop abusable. Mais il y a quand même moyen de la jouer. Oui. Il faut juste se fatiguer un petit peu plus. Du coup, il s'agit de l'assaut du caveau. Donc ce n'est pas mono bleu, c'est pour ça qu'on le voit moins. C'est pour un bleu, un rouge et 2. Il s'agit d'un enchantement légendaire. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton d'artefact incolore trésor. Bon, donc vous pouvez engager, sacrifier pour faire un mana de la couleur de votre choix. Et au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 5 artefacts, transformez l'assaut du caveau. Et de l'autre côté, c'est l'Académie Tolarian. Voilà. C'est stupide. C'est stupide et c'est très fun et je le joue et j'ai ce qu'on appelle genre scientifiquement pas de race, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Que fait cet enchantement? Il arrive en jeu. Si jamais vous jouez pas mal de créatures, etc., ça vous génère beaucoup de trésors, que vous n'allez pas craquer parce que vous avez envie de transformer l'assaut du caveau. Et dès qu'il va se transformer, il va doubler grand minimum votre mana. Vu que chaque trésor est un artefact, oui. Il va s'engager pour le mana qu'il a créé lui-même. Et qu'en plus de derrière, vous pourrez recraquer. Parce qu'une fois, après avoir utilisé sa capacité, donc après avoir ajouté un demi-million de mana bleu à votre réserve, vous pouvez encore faire péter les trésors. Alors, un truc qui arrivait quand je jouais mon deck Breya, c'est que j'avais un assaut du caveau. J'avais donc des trésors qui étaient venus d'un peu partout parce que mon deck est basé dessus. Et j'avais Urza. Pardon, le caveau s'est retourné, j'ai joué Urza et la partie s'est arrêtée. Brutalement. Après une petite résolution de stack de 15 minutes, mais bon, elle s'est arrêtée, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, donc on parle de trésors, etc., mais il y a aussi des terrains artefacts à côté, donc oui. qui ne coûtent pas cher, voilà, mais donc il y en a un par couleur, plus un pour l'incolore. Et du coup, ça compte comme des artefacts. Oui, ça compte comme des artefacts. Alors le petit défaut, c'est que si vous prenez genre un commandement d'austérité qui casse tous les artefacts, c'est problématique pour vous, et dans absolument tous les autres cas, c'est absolument génial de les avoir. Voilà.
Donc ouais, Assaut du Caveau, c'est un peu fort. Un peu, voilà. Donc là on est sur les terrains pétés, mais on va peut-être passer... on va finir vite fait les terrains pétés, et on va parler des choses que le commun des mortels peut utiliser. Ouais, un peu. Le Sanctuaire de Serra, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir, mais c'est sur les enchantements. C'est le seul qui est à peu près abordable niveau argent comparé aux deux autres. Oui, comparé aux deux autres, oui, bien évidemment. Oui, comparé aux deux autres, calmons-nous. Et pareil, c'est pas si fort que ça, malgré même le fait que Terros soit sorti, Terros 2 soit sorti récemment. Parce que c'est compliqué d'avoir beaucoup c'est très facile d'avoir beaucoup d'artefacts, c'est très facile d'avoir beaucoup de créatures, mais avoir beaucoup d'enchantements et en faire des choses après, c'est plus compliqué. Donc, c'est ça. Donc du coup, c'est déjà beaucoup plus équilibré, alors que le terrain fait sensiblement la même chose. Oui. C'est, voilà, vous dire que question de point de vue dans Magic, des fois, ça compte. Et d'ailleurs, qu'on parlait de Terros, on va parler de Nykthos, reliquaire du Nyx, un terrain légendaire qui peut s'engager pour faire un mana incolore. Et pour 2, et vous l'engagez, vous choisissez une couleur et vous ajoutez un mana de cette couleur pour la quantité de dévotion que vous avez à cette couleur-là. La dévotion étant... Si votre dévotion au bleu, par exemple, est égale au nombre de symboles bleus sur les coûts en mana des permanents que vous contrôlez. Voilà, donc créatures, enchantements, artefacts, etc. Voilà. Donc si vous avez genre plein de trucs, ou bien juste une créature, genre un gigantosaure qui a 5 symboles verts dessus, eh ben Nykthos va taper pour 5 bleus, pour 5 verts, enfin bref. Voilà, donc c'est un très bon terrain en fait, et surtout qu'il se tape pour du mana lui-même, il n'arrive pas en jeu engagé, donc en fait, si jamais vous jouez monochrome, bicolore, ça vaut clairement le coup. Voilà, et au pire il vous ralentit pas, donc vous vous en fichez. Bah c'est ça, du coup c'est jouable là. Ancienne tombe, un terrain qui s'engage pour 2 de mana, c'est tout. Voilà, il y a marqué de perdre 2 points de vie dessus, bon vous êtes en EDH, vous en avez 40. C'est un terrain qui tape pour 2. Voilà, donc ça vous accélère quand même pas mal. Ça vaut, je crois, 17 balles, un truc comme ça, mais... Ouais, un truc comme ça, c'est pas si cher que ça. Tout bien considéré, c'est pas si cher, mais bon, enfin, ça fait un peu chier de sortir 17 balles pour ça, au lieu de sortir pour un spell débile que vous avez vraiment envie de jouer. Enfin, pour nous, c'est ça. Ouais, bon après il y a le temple de la fausse divinité à côté, mais qui est très différent. Surtout faites gaffe, ne le comptez pas dans vos manas. C'est l'erreur que souvent font les gens, ils comptent le nombre de terrains. Le temple de la fausse divinité, il faut pas le considérer comme un terrain. Voilà, parce que sinon, si vous tombez sur le temple de la fausse divinité et que vous avez moins de 5 terrains, il ne fait rigoureusement rien. Si vous avez 5 terrains en plus, il s'engage pour 2 de mana. Voilà. C'est une excellente carte, jouez là, mais ne la comptez pas comme un terrain. Après, on vous disait qu'on allait arrêter de vous parler de cartes chères et qu'on allait s'approcher du commun des mortels, bon, pas de suite. Ah, d'accord, j'ai dit... Ah oui, effectivement, non, j'ai dit de la merde. J'ai dit complètement de la merde. J'ai lu un peu plus bas dans le script, excusez-moi. Et oui, parce qu'on a oublié les Bilandes. Un peu spécial dédicace au joueur de notre pote qui a tous les Bilandes et qui... voilà, bref. Il se reconnaîtra et il sait qu'on le méprise. Donc, les Bilandes, qu'est-ce que c'est ? C'est un cycle de 10 terrains qui ont 2 types de terrains de base. Donc, par exemple, ça peut être une île et un marais. Ils n'ont pas de côté négatif, ils n'arrivent pas en jeu engagé, ils ne vous coûtent pas de points de vie, etc. Et ils font les 2 couleurs de mana au choix. Voilà, genre, c'est île tropicale, des trucs comme ça. C'est juste vous les jouez, ça fait les 2 couleurs de mana et c'est tout. Voilà. Et en fait, c'est super surestimé, je trouve. Oui, alors les Bilandes sont à ce point intéressants parce qu'ils ont pas beaucoup été reprints, voire pas du tout. Si, ouais, il y a une édition Master Horizon chelou. Ils sont ressortis vite fait par là, mais grosso modo, ils sont très très rares. Et ils sont jouables en Vintage et en Legacy. Et c'est tout. Et en EDH, du coup. EDH. Mais, donc, ce que Blazing dit, c'est qu'ils sont surestimés parce que ils sont excellents. Mais nous, en EDH, on peut se permettre d'avoir des trucs un poil plus lents. Ou avoir des alternatives. Ou avoir des basiques, en fait, tout simplement. C'est bien si jamais ça vous fixe le mana. Par exemple, si jamais en CEDH, c'est joué parce que il y a absolument besoin. Enfin, vous pouvez pas vous permettre de rater un tour parce que vous n'avez pas la bonne couleur, donc c'est obligatoire. Si jamais vous êtes sur des tables un petit peu plus tranquilles ou quoi, en fait, vous aurez le temps de sortir des sorts de rampe. Et donc, du coup, qui vont vous chercher les bons terrains de base. Tandis que les bilans, ça ne va pas se faire chercher sur portée du Kodama, etc. Non. Donc, voilà. Donc, franchement, ne vous mettez pas martel en tête. Si jamais vous dites, il faut absolument que je termine mes decks, il va peut-être falloir que je mette 1000 balles pour 3 Bilandes. Si vous voulez vraiment mettre genre 300 balles dans un land, prenez un berceau de Gaïa. C'est ça. Prenez un berceau de Gaïa, prenez des mana vol, des mana crypt, des trucs. Voilà. La différence au niveau du power, de la puissance de votre deck entre un Biland et un basique, et entre genre un basique et un berceau de Gaïa, c'est pas la même, quoi.
Exactement. Voilà, donc c'est ça qu'on veut dire quand on dit que qu'ils sont surestimés. Ils sont pas nuls, hein, ils sont très très forts, mais ils sont surestimés. En EDH, à moins que vous soyez vraiment qu'il reste que ça à upgrade dans tout votre deck, n'allez pas prendre un Biland, quoi. C'est ça, et puis à la place, pour moins cher, jouez les Shocklands. Ouais. Voilà, parce que donc du coup les Shocklands, c'est le cycle de Ravnica. Pareil, donc du coup ce sont des terrains qui ont les deux types, qui peuvent s'engager pour l'un ou l'autre. Sauf que les Shocklands arrivent en jeu engagé, à moins que vous ne payiez 2 points de vie. Encore une fois, c'est gratuit. Voilà, et donc du coup, ça vous coûte 10 € au lieu de 150. Ouais, alors vous pouvez vous prendre 15 Shocklands pour le prix d'un Biland. Moi, voilà. Moi perso, je trouve que c'est worth. Après, je sais pas, je suis nul en maths, mais... Donc du coup, c'est... voilà, les Shocklands, c'est intéressant, ça par contre. Voilà, encore une fois, pareil, ne vous mettez pas martel en tête si jamais vous en avez pas. C'est pas très grave. Mais si vous voulez améliorer la mana base de votre deck et que vous voulez mettre un peu d'argent dedans, passez par là en premier. Voilà. C'est si jamais vous devez commencer à jouer en tricolore et plus. Oui. Éventuellement. Quadricolore, ça me semble intéressant. Pentacolore, ce sera pas nécessaire. On en parlera un peu plus tard, mais c'est intéressant quand même. Mm-hmm. Donc voilà. En gros, plus vous avez de couleurs, de toute façon, plus vous voulez avoir de Shockland. Oui. Parce que là, par contre, fixer ces couleurs, c'est le plus intéressant. Et les Shocklands ont les deux types. Genre, par exemple, la Shockland d'Ymir, c'est une île marée. Donc, c'est ça. Donc, c'est fetchable par les choses qui vont fetcher une île ou un marais. Comme par exemple, les Fetchlands. Comme par exemple, les Fetchlands, mais oui. Transition de génie. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait écrit ce script, c'est fantastique. Du coup, ouais, les Fetch, enfin, ce qu'on appelle les Fetch, techniquement, donc, sont les Fetchlands. Ce sont des terrains qui ne produisent pas de mana par eux-mêmes, mais vous pouvez les engager, payer un point de vie et les sacrifier pour aller chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain avec un des types de terrain de base. Donc, par exemple, estuaire pollué, ça va vous chercher soit un marais, soit une île. Pas un marais ou une île de base, attention, un marais ou une île, donc ça va vous chercher des bilans des Shocklands. Voilà. Et du coup, ça coûte un peu plus cher que des chocs. Et pareil, c'est une couche d'optimisation au-dessus. Ça, par contre, c'est intéressant si jamais vraiment vous commencez à jouer sur des decks un peu plus compétitifs, un peu plus rapides, oui. Ou qui jouent sur les landes. Alors, juste un petit cours sur pourquoi les Fetchlands, c'est fort. Ça va chercher une île ou un marais ou ce que vous voulez. Mais aussi, ça fetch, c'est-à-dire que ça va vous faire mélanger votre librairie. Et ça, encore une fois, sur les decks un peu plus compétitifs, c'est important. Si vous jouez des trucs, genre des brainstorms, etc., un remue-ménage, vous mettez votre remue-ménage, vous mettez donc 2 cartes sur le haut de votre bibliothèque, vous les voulez pas, vous craquez votre Fetchland, et hop, elles sont plus là, et vous avez 2 cartes nouvelles. Les Fetch sont très très fortes parce qu'elles vous permettent d'épurer votre deck, vous avez un terrain de moins dans votre deck puisqu'il est sorti, donc vous allez piocher quelque chose de meilleur. Ensuite, vous avez un moyen de mélanger votre bibliothèque gratuitement à n'importe quel moment en vitesse instante, et ça color fixe. Oui, donc c'est vraiment que des avantages, et c'est pour ça que c'est fort, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est cher, parce que justement, tout le monde attend les rééditions. Exactement, donc les Fetchlands sont un truc qui sont complètement omniprésents dans tous les formats où elles sont légales, et le DH n'est pas une exception. Voilà, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça a été mal en pionnier, en fait, c'est que justement ça aurait été surjoué, donc ils sont pas... Les gens ne veulent pas revenir, enfin Wizards ne veulent pas revenir avec un nouveau format qui est rempli de fetch, et franchement, moi je trouve que c'est une bonne décision. Bon, moi je sais pas, je vais pas jouer en pionnière. Moi non plus. On joue en EDH, mais bon, c'est vrai que c'est chiant de regarder quelqu'un fetch pendant absolument tous les tours. Bref, c'est ça. Bon, donc ça c'était les landes vraiment chères. Donc c'est un budget, mine de rien, c'est un budget, c'est un gros budget, surtout si vous voulez jouer, genre comme moi, si vous avez genre beaucoup trop d'idées pour faire des decks. Avoir une bonne mana base pour les decks systématiquement, ça va revenir très très cher. Donc il y a des alternatives et des moyens de jouer sans se ruiner. Voilà, par exemple, dans les landes un petit peu connues ou un petit peu moins jouées ou qu'on voit moins souvent sur les tables, parce que généralement, même quelqu'un qui va faire des proxys, va prendre des proxys, va prendre les fetch, les chocs, voilà. Mais par exemple, on pourrait citer les Battlelands, qui sont des terrains qui ont les deux types. Donc par exemple, c'est Cinderglades, je sais pas si ils ont été édités en français. Non, c'est des terrains qui viennent de Battlebond, c'est pour ça que ça s'appelle les Battlelands. Donc Wizards ne nous a pas autorisé à avoir des trucs intéressants. Du coup, donc, je disais, ils ont les deux types de terrains de base. Donc, Cinderglade, par exemple, c'est le terrain vert-rouge. Il est forêt et montagne. Donc, vous pouvez aller le récupérer avec ce qui va chercher des forêts ou des montagnes. Et ce genre de terrain arrive en jeu engagé, à moins que vous ayez 2 terrains de base ou plus. Voilà, donc c'est des terrains que vous n'allez pas jouer sur des decks tricolores ou quadricolores ou plus, mais sur un deck bicolore. Ouais, ou même dans un deck Landfall. Hein. Donc, j'ai un deck Idris, donc c'est sur 4 couleurs, et je joue tous ceux que je peux. Ah, j'avoue, effectivement.
Et en fait, voilà, et c'est pour ça, c'est un type de terrain qui vous récompense pour être pauvre, en fait. Parce que plus vous jouez de basique, en fait, plus ça a de chance d'arriver dégagé, et donc ça vous ralentira pas. Ouais, c'est vrai. Et franchement, c'est sur tous mes decks bicolores, je suis content d'avoir un Battleland. Et donc ce tricolore, quadricolore, je les ai jamais mis, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je te vois les sortir fréquemment et ils t'emmerdent quasiment jamais, quoi. C'est ça. Et en plus, bon voilà, encore une fois, ça va chercher, ça sort sur un elfe des bois ou quoi, donc c'est cool. Ensuite, les Checkland, c'est des decks un petit peu différents, qu'on a vu sur qui sont sortis sur Tarkir au début, je crois. Oui, il me semble, ouais. Ils sont pas fetchables, ils ont pas les deux types, et ils arrivent engagés, sauf si vous contrôlez un terrain du type des couleurs. Genre par exemple, la Fetchland Rakdos, Sommet Crâne Dragon, si vous avez un marais ou une montagne, elle arrive dégagée. Voilà, si vous avez joué en standard sous Ravnica, vous savez ce que c'est. C'est alors assez peu vu en EDH, parce qu'il n'y a pas les types dessus, et que sinon c'est un peu lent, mais franchement, ils vous serviront très très bien, encore une fois, sur un deck bicolore, vous serez très content de les avoir. C'est ça, et puis en plus, bon voilà, encore une fois, c'est pas mal, vu que les Checkland, les Shockland, etc., ont les types de terrain de base, et donc ça compte pour... Et voilà, si vous avez une Shockland, ça compte, donc ça va activer la Checkland, et c'est une bonne addition à votre mana base. Ouais, et à moindre frais. Ensuite, il y a les Bondlands qui ne sont pas fetchables, parce qu'ils n'ont pas les types de terrain. Ça arrive en jeu engagé, à moins que vous n'ayez 2 adversaires ou plus. Ça arrive dégagé. Voilà, ça arrive dégagé, point. Franchement, les Bondlands, elles ont pas les types de terrain, mais sinon c'est une biland. Point. Ça. Après, c'est un poil plus cher, il me semble, que les autres terrains dont on a parlé. C'est un peu plus cher que les autres terrains dont on a parlé jusque-là, mais ça reste quand même très abordable quand on les compare au Fetch, au Shock, etc. C'est ça. Les Painlands, qui sont des trucs genre les... Code de Leia Vimaya. Ouais, Code de Leia Vinaya, la Nova Waste, etc. C'est pas fetchable. Mais vous pouvez le jouer. Elle s'engage pour un mana incolore, ou bien vous payez un point de vie, et elle s'engage pour un mana de la couleur qui vous intéresse. Ouais, c'est ça, d'une des deux couleurs. Et c'est... ça n'arrive pas en jeu engagé, ça ne vous ralentit pas, et ça peut vous color fixe. Ça peut vous color fixe, et à partir du moment où vous êtes color fixe, vous allez plus jamais payer le 1, parce que vous allez juste vous servir de vos autres landes pour payer la couleur, et celle-ci fera du mana incolore. Ça m'est arrivé de me tuer à la peine. Oui, mais voilà, parce que... On rappellera jamais ça, mais quitte à mourir, autant mourir dans ses propres conditions, dans ses propres termes. Ah oui, alors Blazing est un spécialiste du suicide assisté. À chaque fois qu'il va perdre, on se dit « Attends, en réponse ». C'est ça, en réponse j'ai mieux. Genre, ton kill, mais il est mauvais. Moi, j'ai des vrais kills. Et puis, j'ai tué sur moi-même. Exactement. Après, il y a les Scryland, je suis un peu moins fan. Donc du coup, ce sont les temples qui sont sortis dans Terros, qui sont ressortis dans Terros. Donc on ne peut pas aller les fetch, ils arrivent en jeu engagé. Mais par contre, ils vous épurent votre prochaine pioche. Vu qu'ils vous permettent de faire un regard 1, c'est pas mal. Ouais. Et le regard 1, autant en début de partie, ça vous emmerde un peu. Alors, en fonction de votre deck, ça va probablement vous emmerder un peu plus de topper un Scryland et de le jouer. Mais en fin de partie, Scry 1, c'est cher. Scry 1, c'est beaucoup. Si jamais vous êtes vraiment sur une situation de fin de partie, on est tour 8, et vous allez topper un land, si vous topez une île, bon, c'est chiant. Un Scryland... Ouais, ça vous donne encore une chance de plus. C'est limite une demi-pioche, quoi. C'est important. Alors, actuellement, les Scryland, ils sont en standard, donc ils sont chers. Ah, ils sont si chers que ça encore ? Ouais. Alors, ils valaient rien avant qu'ils soient réédités, genre sur Magic 2020. Mais là, actuellement, ils prennent un petit peu en prix, ouais. D'accord, ok. Ils sont joués en standard, quoi. Oui, enfin voilà, ça va valoir 3 € le terrain maximum, je pense. Ils valaient 2 € le terrain avant le standard, donc... Enfin bref, on verra. Ouais. Mais dans tous les cas, bon voilà. Donc là, on dit 3 € le terrain. Mais si jamais vous êtes vraiment pauvre, on peut parler de mana base du pauvre. Je me sens tellement jugé, je les joue. Je les joue tellement tous. Mais même dans mon deck Idris, le deck Idris auquel je fais référence, on fait référence souvent, c'est un deck qui est Land Matters, donc enfin qui est Landfall, donc j'ai besoin d'avoir des terrains, donc j'ai besoin d'avoir une bonne mana base. Il est quadricolore, donc j'ai besoin d'avoir une bonne mana base, et je joue des terrains de cette catégorie-là. Voilà, donc ça devrait vous dire que... Alors, oui, c'est une mana base du pauvre, mais ça sert à quelque chose. C'est ça, ce n'est pas là complètement au pif non plus. Du coup, par exemple, on peut parler des triple tapland, qui sont des terrains qui arrivent en jeu forcément engagés, mais qui tapent pour une couleur parmi 3. Voilà, donc les nécropoles coulantes, les trucs comme ça. C'est ça, donc il y en a eu un cycle dans Tarkir, et il y en a eu un cycle dans Alara. Mm-hmm.
Et donc du coup, il y en a 10, et donc du coup, quelle que soit votre combinaison de 3 couleurs, quelle que soit celle que vous cherchez, de toute façon, vous pourrez trouver chaussures à votre pied. Oui, c'est principalement à ça que je faisais référence en parlant de jouer des decks 5 couleurs sans se ruiner. Voilà, j'adore jouer des decks 5 couleurs parce que c'est ma maladie, hein. J'aime bien avoir des conneries dans les 5 couleurs. Donc je joue les 5 triple tapland parce que on joue pas à un niveau où on a besoin de decks rapides et on fait des conneries avec. C'est ça. Oubliez ça sur des tables fortes parce que la perte de tempo va vous tuer. Si vous jouez sur une table normale à peu près, sur des tables qui sont autour de 5 de puissance, sur 10, vous aurez pas de problème à jouer vos taplands. C'est très sympa. Les Filterlands ? Ouais, alors les Filterlands, c'est des landes qui sont un petit peu différentes. Vous les jouez, vous payez 1 mana dedans et elles vous font du mana des 2 couleurs. Genre par exemple, si vous jouez la Filterland Golgari, vous devez lui donner un colorless à manger et elle s'engagera pour faire un noir, un vert. Alors c'est un vert ou un noir. Et soit elle se tape pour 2 verts, soit pour un vert et un noir, soit pour 2 noirs. Tu dois lui donner un vert ou... Ouais, un vert ou un noir, c'est un mana hybride obligatoirement. Ah, je savais pas. Ouais, et donc du coup, c'est bien pour fixer du mana, mais si jamais vous avez déjà une des 2 couleurs. Et après, elle peut quand même se taper pour du mana incolore par elle-même, ce qui est toujours sympathique, encore une fois. L'erreur commune que les gens font avec ce genre de terrain, c'est qu'ils pensent que ça les accélère au niveau du mana. Alors que pas du tout. C'est la même chose que sur les bounce, dont on parlera tout à l'heure. C'est ça. Mais voilà, en gros, vu qu'elle s'engage et que ça demande un mana, en fait, ça vous coûte 2 terrains pour faire 2 mana, donc ça ne vous accélère pas. Les slow fetch, parce que donc, du coup, il y avait les fetchlands qu'il faut arriver des terrains en dégagés. Là, ce sont des terrains qui font arriver soit des terrains sur le champ de bataille engagés, soit qui arrivent eux-mêmes engagés, et qui après font arriver des terrains sur le champ de bataille dégagés. Par exemple, les très classiques, il y a Immensité Terramorphe et Étendue Sauvage en évolution. Jouez-les dans plus ou moins tous les decks, si jamais c'est pas compétitif. Voilà, jouez-les dans tous les decks. Ça, c'est encore une fois, c'est 2 cartes. Si vous jouez des decks multicouleurs, jouez-les. Parce qu'en plus, ils vous donnent ils sont bien entendu beaucoup moins forts que les fetch normaux, mais ils vous donnent le mélange. Ils vous donnent le mélange de votre bibliothèque, donc ça reste un plus pour ces cartes-là. C'est ça. Voilà, même si on va chercher que des basiques, etc., c'est toujours plaisant. Après, il y a les Bounce Lands qui arrivent engagés et qui remontent un terrain que vous avez déjà en jeu dans votre main. C'est lent, mais ça assure que vous aurez votre land drop pour le tour d'après. Ça vous permet par exemple de garder une main à 2 lands. Si un des 2 c'est un bounce, vous pouvez la garder. Ouais, après ça je le déconseille quand même parce que ce qu'il faut pas oublier c'est qu'après, si jamais vous avez 8 cartes en main ou plus, vous défaussez. Voilà, donc du coup c'est très intéressant. Après ça peut être très intéressant aussi pour mettre des choses au cimetière, hein, si jamais vous jouez là-dessus. Oui, c'est surtout pour ça que je le fais. Puis après, petit point négatif, c'est un terrain qui fait 2 mana, et du coup si jamais vous êtes dans un pod où il y a que des gens qui sont pas extrêmement gentils, c'est une très bonne cible à pet de terrain. Et ça pique. Franchement, ça pique. Oh, j'ai vu quelqu'un se faire Acidic Slime 2 bounce, sur 2 tours, quoi. Quelle horreur. Ah, j'avais mal pour lui, quoi. Mais en même temps, il avait cherché. Oui, enfin, mais non, voilà, j'avais presque mal pour lui, mais il avait fait des trucs dégueulasses, donc il le mérite. Voilà, donc ça, c'est typiquement le genre d'interaction qui se passe dans vos potes. On touchera jamais vos landes, sauf si vraiment vous cherchez. C'est ça, si jamais vraiment on doit vous mettre des claques, nous n'hésiterons point. Disons que si vous avez Cabal Urborg sur le terrain, oui, on va casser les landes, là. Mais là, quand même... Pour continuer, donc on parlait un petit peu avant donc de ça qui sont des terrains du pauvre, mais des terrains intéressants, des terrains jouables. Maintenant ça on arrive sur des trash terrains où vraiment ne jouez pas ça si vous vous respectez. C'est pas bien. C'est nul. Ne les jouez pas. Au début, les Tainted Lands, je ne sais pas ce qu'ils font. Alors, ce sont les terrains genre c'est Tainted Plains, Tainted Forest, etc. Ce sont des terrains qui s'engagent pour du mana incolore, et ils s'engagent pour du mana noir ou du mana vert, rouge, blanc, noir, bleu. Il y en a 4. Mais seulement si vous contrôlez la marée. D'accord. Et c'est lent, ça ne vous colore fixe pas vraiment. Je l'ai vu déjà des fois sorti, je suis pas d'accord à chaque fois. Ouais, ça a pas l'air très très ouf, et j'en avais jamais entendu parler, c'est pour te dire à quel point c'est joué. Ok, donc après, dans les terrains moisis, je me sens jugé, je me sentais mal. Je me sens, mais alors tu fais ce truc-là, je vais aller me laver, quoi. Donc ouais, les guild gates, donc les portes de guild, elles sont très bien, ok. Elles sont très bien mes portes de guild. En fait, dans un deck,
Ah oui, vous avez des synergies avec les portes de guild, genre si jamais vous jouez fin du labyrinthe, j'accepte. Parce que déjà vous jouez fin du labyrinthe, du coup j'accepte tout. Mais voilà, sinon si c'est pour jouer juste chemin sinueux et c'est tout. Ouais, non voilà. Moi j'aime beaucoup les portes de guild parce que je joue plein de trucs qui ont des synergies avec. Enfin d'ailleurs plein de trucs, non, je joue quelques trucs qui ont des synergies avec. Et pour être parfaitement honnête, ça ne justifie pas l'utilisation des portes de guild. C'est juste moi quelque chose que j'aime bien faire. Et c'est un autre moyen d'avoir un deck 5 couleurs, pas trop cher. Vous mettez genre les portes de la guilde et vous mettez une tentation, Circuitous Route. Ouais, donc chemin sinueux. Ouais. Un chemin sinueux dedans, ça vous color fixe, c'était le truc. C'est un moyen de jouer du 5 couleurs du pauvre, mais oui, mais vraiment je suis la seule personne sur tous les trucs EDH à les jouer, donc je vais admettre que j'ai tort. Mais après, il y a pire. Il y a les Lifeland. Qui sont donc du coup les terrains qui arrivent en jeu engagé, qui sont exactement comme les portes de guild. On a l'impression que c'est mieux parce qu'elles vous donnent un point de vie quand ça arrive en jeu, sauf que là, il n'y a même pas les synergies portes. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment de la merde. Voilà, donc j'en joue. Et ça m'est déjà bloqué dans certaines parties. Voilà, je sais que c'est très très nul. Mais c'est dans un deck live gain, du coup je me dis que voilà, c'est thématique, alors que je devrais mettre des basiques à la place. Tu joues dans Lycia. Dans Lycia, ouais. Ah ouais, mais t'as pas de race, vraiment. En plus, dans Lycia, ça marche. Oui, ça marche un peu parce que ça te rampe quand même de là. Oui, donc Lycia coûte un de moins pour chaque point de vie que j'ai gagné ce tour-ci, et du coup c'est pas un terrain qui arrive vraiment en jeu engagé. Et ça c'est beau. T'as aucun respect pour toi-même. Non, aucun. Bon, et après il y a le pire du pire, hein, qui sont les Lifeland, mais qui vous donnent même pas de points de vie, voilà, c'est des tapland horribles. Mais oui, voilà, parce que donc, on a parlé de plein de trucs, mais il manque l'essentiel, il manque les basiques. À ne pas négliger. Vraiment, c'est un truc qu'on a vu arriver à plusieurs reprises sur en EDH, qui est drôle à chaque fois. Je vais de chemin vers l'oubli ta bête. Ok, je vais chercher un terrain. Ah bon, merde, fail to find, j'ai pas de basique dans mon deck. Ça, c'est tellement horrible. Vous lui exilez une créature et il ne peut même pas aller chercher un terrain de base, mais pareil, donc du coup, trophée de l'assassin aussi, même combat, voilà, donc aménagement des décombres. Donc, pour tous ceux qui aimeraient jouer un deck, pentacolore, etc., mettez au moins un basique de chaque. Ce n'est pas une question. Mettez un basique de chaque dans votre deck, sauf si vous êtes en CEDH, et là, vous savez ce que vous faites, je pense. Mais... Ouais. Mais même mettez 2 forêts. Ouais. C'est bien, les forêts, ça vous permet de jouer des sorts de rampe pour aller chercher le reste. Et donc oui, vraiment les basiques, on l'avait dit sur les bilans, mais ne sous-estimez pas les basiques. Ça permet d'être fetchable rapidement. Et donc c'est pas perdu. C'est pas parce que vous n'avez pas 2 mana que vraiment vous allez perdre énormément de tempo, etc. Faut juste que vous fassiez gaffe à chaque fois que vous lancez un sort de bien engager vos terrains, mais bon. Ouais. Si vous êtes sur une table un peu gentille, vous pouvez reprendre vos tables. Si vous êtes genre en GP ou sur une table qui est un petit peu strict sur ce genre de truc, faites gaffe à vos tables. Ouais. Ça, plus d'une fois, on s'est retrouvé avec genre à 10 minutes dans le tour et à se dire j'ai pas gardé ma forêt il y a 8 minutes, donc mon tour est terminé. Voilà. Bon, après, si jamais vous êtes en GP ou quoi, normalement vous avez quand même des terrains, vous avez une mana base qui est super propre. Donc c'est pas il y a de tout en GP, hein. Il y a des gens qui viennent juste pour s'amuser à jouer à Magic parce qu'ils ont pas des masses de gens. Ah oui, non, oui, d'accord. Moi je pensais pas à l'événement GP, je pensais vraiment en GP. Ah non, mais ça c'est déjà pour moi les tournois de Commander sont une hérésie, mais c'est pas faux. C'est pas vraiment une hérésie, mais c'est c'est plus compétitif. Voilà, disons que le côté compétitif, la communauté EDH est séparée entre guillemets entre 2 parties qui interagissent assez peu l'une avec l'autre. Les gens qui font du CEDH sont très contents de faire du CEDH, et les gens qui font de l'EDH, comme nous, aiment bien taper sur du CEDH alors qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est 2 communautés un petit peu séparées, quoi. C'est ça. Et du coup, mettre genre un côté compétitif à l'EDH normal, fréquemment les gens sont tentés de prendre des trucs plus forts, etc. Et on perd un peu le principe de l'EDH. Et surtout, si jamais c'est compétitif, on le dira jamais assez, mais vous pouvez pas politiquer. Ouais. Parce que techniquement, si jamais vous faites un deal, c'est autant pour le côté enjeu, parce que vous allez gagner un avantage éventuellement, mais c'est surtout aussi pour le côté social. Là d'ailleurs, sur les command zones qui commencent sur les GP, il y a des ticks sur les parties. C'est-à-dire que la personne qui gagne remporte des ticks. Oui, voilà, et en plus de ça, dès qu'il y a un enjeu, ça donne plus envie d'être compétitif. Et voilà, et je me compte là-dedans, hein. Avec les ticks en GP, on peut faire des trucs, on peut acheter genre des cartes, on peut acheter de l'art, on peut prendre des trucs, des goodies sympathiques. Moi, si je suis sur une table, genre, si j'ai le choix entre un de mes decks genre fun et un deck un peu plus violent, vraiment, je vais être tenté. Si j'ai envie d'acheter un playmat ou quelque chose, je vais être tenté de prendre mon deck plus fort. Donc je suis pas trop d'accord avec cette décision. Mais bon.
Ouais. C'est un autre sujet. Donc du coup, un petit résumé sur les landes. N'hésitez pas à jouer les basiques. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de fetch que votre deck il est mauvais, qu'il ne tournera pas. Si vous voulez acheter un biland, à moins que vraiment vous ayez fait toutes les autres upgrades, ne le faites pas. Voilà. Et sinon, vous jouez juste des sorts qui vous rampent, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'optimiser au poil du poil votre mana base si jamais vous avez à côté des sorts qui vous rampent, des créatures qui permettent de s'engager pour du mana de plusieurs couleurs, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas de ce côté-là à jouer des trucs, mais encore une fois, comme je disais, mais un peu plus mauvais, genre même les triple taplands, etc. Alors, juste avant de se quitter, on va vous parler vite fait de comment faire sa mana base en EDH, parce que là, on vous a dit quel terrain utiliser, mais combien de chaque au niveau des symboles, et tu sais, comment faire une mana base qui vous permet de jouer vos spells. C'est ça, parce que c'est bien beau de connaître les types de terrains, etc., mais si jamais vous mettez, je sais pas, 50 forêts dans votre deck mono rouge, vous allez avoir du mal. Voilà, donc on exagère un petit peu, mais c'est quelque chose d'un petit peu important. Donc pour faire son deck, ce que vous faites, c'est que vous prenez tous les sorts que vous avez mis dans le deck, et vous allez compter les symboles colorés. Genre par exemple, vous avez sur un sort qui coûte genre noir, noir, noir et 2, vous allez compter 3 symboles noirs. Vous avez genre 4 cartes qui ont un noir chacun, vous allez compter 4 symboles noirs, etc. Et vous allez faire un total des symboles colorés dessus, et ça va vous donner à peu près les proportions que vous voudrez au niveau de votre mana. Voilà, si par exemple vous avez un total de 30 symboles de mana noir et 10 symboles de mana rouge, vous avez 75% de noir et 25% de rouge. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous voudrez avoir sur votre mana base, c'est-à-dire plus de noir que de rouge. Et c'est quelque chose que, donc sans compter les bilans, etc., que vous rajoutez quoi qu'il arrive, mais ça va vous donner une idée des proportions. Si vous utilisez des deck builders en ligne, genre Tapped Out, etc., ça le fait pour vous, et ça vous permet de voir un petit peu plus ce que vous voulez niveau mana. C'est ça vous permet d'avoir une bonne vision de la répartition du mana, et donc par exemple sur 40 mana, sur notre exemple précédent, vous voudrez par exemple 30 marais, 10 montagnes, et après par-dessus ça, si jamais par exemple vous prenez le Shockland Rakdos, vous allez enlever un marais par exemple, pour essayer d'avoir un peu plus, parce que pareil, n'essayez pas vraiment de faire 25-75 dans ces cas-là, essayez d'enlever un petit peu de mana noir, histoire que vous ayez plus souvent vos mana rouges, au cas où vous piochez une main qui soit complètement rouge et que des marées, c'est un peu moche. Voilà, donc ça c'est tout du color fixe, c'est des choses que vous faites, les trucs genre Tapped Out, les constructeurs de deck vous donnent vraiment une bonne base, et après c'est des choses que vous voudrez corriger en jouant. Par exemple, si vous voyez que vous avez vos couleurs, mais que fréquemment il y a ce sort rouge que vous voulez jouer tôt, mais vous n'avez pas le mana pour, et ça vous embête, et la carte reste morte dans votre main, vous allez prendre un peu plus de mana rouge, ou changer un petit peu votre deck. Voilà, en sachant qu'en général, c'est bien d'avoir plus de sources de mana vert, vu que ce sont les sorts de rampe. Ce sont des sorts qui vont de toute façon vous color fixe. Typiquement, dans mon deck pentacolore, j'ai beaucoup plus de sources vertes que d'autres couleurs. Alors c'est des sources tricolores, c'est des sources bicolores, mais par exemple sur les Shocklands, j'ai plein de Shocklands qui sont vertes et une autre couleur. Et j'en ai beaucoup plus de celles-là que d'autres, parce que ça me permet d'aller chercher genre des portées du Kodama, des tentations de la découverte, et de me color fixe derrière. Voilà, donc ça c'était notre bébé guide pour comment construire sa mana base en EDH, et le guide des landes. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Il est bleu maintenant. Il est bleu, vert, gris. Il le change tous les 2 mois. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ça vous plaît. Et laissez un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ou si vous êtes d'accord. Voilà. Bref, laissez un commentaire. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi, puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao.